Et maintenant, je vais laisser la place à Georges Albert, directeur de la Tour du Valat, pour nous présenter sa conférence. Merci beaucoup Célia et bonsoir à tous, ravi de vous voir aussi si nombreux et grand merci à Alternative Arles pour l'invitation. Juste deux mots, comme l'a dit Célia, c'est une coproduction Alternative Arles et l'Association des Amis de la Tour du Valat, donc juste deux mots, une petite page de pub mais ça sera court sur l'Association des Amis de la Tour du Valat et donc la Tour du Valat, qui est l'organisation que j'ai le plaisir de diriger, qui est un institut de recherche pour la conservation des zones humides dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Nous sommes basés en Camargue, à un jet de pierre d'ici, à côté du Sambuc. Nous sommes environ 80 personnes, des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, et nous gérons un grand domaine de 2600 hectares, et l'idée c'est de mieux comprendre bien comment ces zones humides fonctionnent, comment les hommes les exploitent, comment elles rendent des services à l'humanité, et mobiliser cette connaissance pour alimenter à la fois la gestion, mais également les politiques publiques à l'échelle locale, nationale ou internationale. Au-delà de cet aspect purement technique et scientifique, la Tour du Valat a été créée par Luc Hoffmann, qui était un monsieur assez exceptionnel, un humaniste, un visionnaire, et on a une vision, je dirais, assez humaniste justement de la protection de la nature, qui est de retisser ces liens distendus entre l'homme et la nature, de réconcilier l'homme et la nature, et y contribuer par différents moyens, et notamment par la connaissance et la diffusion de cette connaissance. On existe depuis un peu plus de 60 ans, et il y a 4 ans, on a décidé de créer une association des Amis de la Tour du Valat, qui a vocation justement à faire rayonner un petit peu cet esprit, ces valeurs, et rassembler à la fois les gens qui sont passés par la Tour du Valat, mais aussi ceux qui ne connaissent pas la Tour du Valat, mais partagent ces valeurs. Et donc, l'association des Amis de la Tour du Valat co-organise aujourd'hui cette conférence et est à votre écoute et disposition. Et donc, Muriel, qui anime l'association, est ici à votre disposition si vous souhaitez, pour nous rejoindre, pour sympathiser, pour partager des éléments. Voilà, je ferme la page de pub. Donc la conférence de ce soir, on m'a demandé de parler des changements climatiques et en quoi ils concernent la Camargue et parler des conséquences et solutions. Alors contrairement à ce qui est sur l'affiche, j'ai ajouté un point d'interrogation parce que, au risque de vous décevoir, je n'ai pas la prétention de vous affirmer quelles seront les conséquences et encore moins quelles seront les solutions. Mais on va essayer de brosser avec vous quelques éléments de connaissances ou projections qu'on peut avoir et esquisser quelques solutions, mais on est loin d'avoir épuisé le sujet. Je procéderai par trois étapes. La première, ça sera de faire un petit peu un flashback et voir en quoi la Camargue a de tout temps été un territoire en évolution perpétuelle. Pour après parler un peu des changements, voir comment ces changements climatiques, d'abord de quel ressort ils procèdent et en quoi ils vont impacter le territoire camarguais, pour essayer de tirer des perspectives. Quelles sont les conséquences, quelles vont être les modifications qu'on devrait connaître dans les décennies à venir et quelles solutions dans l'esprit cité par Célia, c'est-à-dire on n'est pas dans le repli ou le catastrophisme, effectivement ça va être compliqué, effectivement il faudra avoir des renoncements, mais il y a toute une capacité à innover, à inventer une histoire qui peut être désirable malgré les complications qu'on va subir. Et donc c'est un peu l'esprit dans lequel je voudrais faire cette conférence. Donc la Camargue, je pense que vous êtes la plupart d'entre vous familiers, donc je ne vais pas beaucoup m'étendre, mais donc c'est un vaste delta, vous le savez, entre les deux bras du Rhône, qui en fait est très récent sur le plan géologique. Elle a moins de 20 000 ans, il y a 20 000 ans, on était à l'époque au moment de la glaciation, la température mondiale était environ 4 à 5 degrés en dessous de ce qu'elle est aujourd'hui. 4 à 5 degrés, ça nous rappelle un peu ce qu'on nous promet pour dans quelques décennies. Donc 4 à 5 degrés en dessous. Et la mer était 120 mètres en dessous du niveau actuel. Et donc le rivage était très éloigné de ce qu'il est aujourd'hui, beaucoup plus loin et profond qu'aujourd'hui. Et le Rhône et la Durance étaient deux fleuves d'origine torrentielle qui se répandaient dans la Méditerranée. Et puis, vers 12-13 000 ans, le réchauffement s'est mis en place. Et ce réchauffement, pour gagner les 4 à 5 degrés, on a mis plus de 4 000 ans. Là aussi, c'est intéressant à comparer avec ce qui est en train de se jouer, mais j'y reviendrai. Et il y a environ 7 000 ans, au moment la mer est remontée, donc à la faveur du réchauffement et de la fonte des glaces, et depuis un certain nombre la mer remontant, le Rhône et la Durance ont réduit leur débit, enfin la vélocité du Rhône s'est réduite au moment où elle rejoignait la mer, et donc les sédiments, toutes ces alluvions charriées par le Rhône et la Durance se sont déposées, et petit à petit ont édifié un delta qui a isolé des morceaux de mer qui ont formé ces lagunes. Et ce delta a de tout temps été extrêmement dynamique, et vous avez ici une carte qui vous donne la configuration actuelle de la Camargue et qui retrace
en bleu foncé les bras actuels des deux Rhônes, le petit et le grand Rhône, mais en bleu plus clair, différents Rhônes qui ont été reconstitués et qu'on voit encore pour beaucoup d'entre eux dans le paysage camarguais, le Rhône d'Albaron, Saint-Ferréol, Hulmé, Becquet, etc. Et vous avez en tiré les lignes de rivage qui ont évolué au fil du temps. Vous voyez, il y a environ 5000 ans, le rivage passait au nord du Vaccarès. Au temps des Romains, bien, les Saintes-Maries, alors que le Rhône de Saint-Ferréol était le Rhône majeur, et qui avait édifié un cône sableux qui allait, vous avez dû voir tous les travaux de Luc-Long, mais donc le port de transbordement était à environ à 3 ou 4 km large des Saintes-Maries d'aujourd'hui, et tandis que ce même rivage passait largement au nord de Salins-de-Giron. Et puis vous voyez qu'au XVIIIe siècle, c'est à ce moment-là le vieux Rhône, le bras de fer qui était actif, et qui lui aussi a édifié un cône sableux très proéminent qui allait bien au sud de ce qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est un delta très jeune à l'échelle des temps géologiques et une formation très dynamique, comme tous les deltas. Tous les deltas dans le monde fonctionnent de façon dynamique avec des bras qui changent de cours au gré des crues. Et donc c'est un territoire, comme tous les deltas aussi, à fleur d'eau, puisqu'il est construit par les sédiments, par le dépôt des sédiments et les crues successives. Et vous voyez que sur cette carte faite par le parc de Camargue, que 70% du territoire, c'est-à-dire tout ce qui est en coloré, en vert, en bleu, en jaune, c'est ce qui est situé à moins d'1 mètre d'altitude. Donc seulement 30% de ce territoire camarguais est au-dessus d'1 mètre d'altitude, et on verra plus tard les conséquences que ça peut avoir. Et c'est un territoire aussi, comme à peu près tous les deltas, qui à la fois qui a toujours été l'objet de force à la fois d'attraction et de répulsion, un objet de convoitise et de relégation. Convoitise parce que les deltas, lorsqu'on pense à un milieu naturel très productif sur la Terre, la première image qui nous vient en général, c'est plutôt une forêt équatoriale. Ben, sachez qu'un delta, une lagune, ça produit à peu près 3 fois plus de matière vivante au mètre carré qu'une forêt équatoriale. C'est vraiment une usine à produire de la vie. Et cette imbrication entre la terre, l'eau douce, l'eau salée, et si en plus on a un peu de chaleur avec ça, c'est vraiment une production absolument extraordinaire de vie dans différentes formes, extrêmement abondante. Et donc la convoitise des hommes, c'est qu'effectivement toute cette vie, c'était autant de ressources pour eux, des poissons, du gibier, des matériaux. Et donc très tôt, et il y a des traces très anciennes dans différents deltas, où on voit que la présence de l'homme était là pour s'accaparer ces ressources. Dans le même temps, et c'est le côté répulsion, ces deltas étaient très compliqués parce que justement très mouvants. C'était souvent l'objet d'inondations des fleuves, de submersions marines, de remontées de sel, et puis les maladies, la malaria, le paludisme, faisaient que l'espérance de vie dans les deltas était faible. Et donc voilà, cette attraction, répulsion, convoitise, relégation, c'est quelque chose qui a toujours été des forces très fortes dans tous ces deltas, et avec bien sûr une volonté de s'affranchir de ces contraintes. Et les contraintes principales, c'est ces inondations par le Rhône ou par la mer et le sel. Et donc très tôt, il y a des traces du XIIe siècle de digues qui ont été construites pour limiter les crues du Rhône, mais des digues partielles, et donc fatalement, elles pouvaient être contournées à un moment ou l'autre. Et puis, en 1856, il y a eu une crue majeure, une des très grandes crues du Rhône, et qui, voilà, cette carte figure l'étendue de la crue de l'époque. Vous voyez, l'intégralité du delta est bien au-delà du delta. Ça montait très haut dans la vallée du Rhône, la plaine de Beaucaire, la vallée des Baux, etc., et toute la Camargue gardoise. Tout a été ennoyé à cette époque, et ça a été la première catastrophe naturelle médiatisée, et à tel point que Napoléon III est venu en Camargue, a constaté les dégâts, et a décidé d'allouer que l'État français allait financer l'endiguement de la Camargue. Et ça a été fait en l'espace de 12 ans, 13 ans à peine, 13 ans après, l'intégralité du delta a été endiguée. Donc on le voit mal ici, mais ce sont les traits noirs. Donc 2 ans après, dès 1959, la digue à la mer au sud était construite ici. Et puis 13 ans après, voilà, les digues des deux bras du Rhône, de part et d'autre des deux bras du Rhône, étaient édifiées. Et à partir de là, la Camargue a été endiguée. Le delta a été fixé. Et une histoire forte, une histoire très porteuse, très importante pour les Camarguais. Ça a été l'histoire de la conquête et de la maîtrise, de la mise en valeur de ces terres, grâce à tout un réseau de canaux d'irrigation, de drainage, puisqu'on était isolé du Rhône, et si on n'apporte pas d'eau par du pompage à partir du Rhône, et si on ne la repompe pas au Rhône, et bien en fait on est dans un climat où il tombe à peu près 2 fois moins de précipitations qu'il n'y a d'évaporation, et donc le sel qui est contenu dans le sol remonte si on n'apporte pas d'eau. Donc tout ce schéma qui s'est mis en place pour optimiser la production et l'économie agricole de la Camargue. Et donc, ce faisant, depuis un siècle et demi environ, les Camarguais vivent dans une espèce de parenthèse, dans une forme d'illusion qui est l'illusion de la stabilité. Je vous disais, on le voyait
au fil des siècles, des millénaires, la Camargue a toujours été dynamique comme tous les deltas. On a fixé le delta et on a vécu dans cette illusion, notamment en édifiant les digues, lesquelles digues ne sont pas carrossables, on n'a pas le droit de se véhiculer sur ces digues. Donc on a une barrière, on n'a plus la notion de la présence du Rhône. On a perdu même dans notre esprit le fait que cette relation intime entre le Rhône et la mer et le delta, aujourd'hui, il est séparé de ses géniteurs et on en a perdu la conscience. À tel point que, vous savez, que le parc naturel régional de Camargue a été créé en 1970, eh bien, il a fallu attendre la dernière charte. La charte, c'est un contrat qui lie tous les acteurs du territoire camarguais, étatiques, acteurs socio-économiques, etc., qui s'entendent sur que faire ensemble pour les 12 ou 15 prochaines années pour à la fois préserver ce territoire, en préserver le patrimoine naturel et culturel, tout en permettant un développement. Eh bien, il a fallu attendre 2011 pour que cette charte dise que le Rhône et la mer existent et qu'il faudrait faire avec eux, leur rendre un petit peu d'espace de liberté et voir à ce qu'il puisse avoir un fonctionnement naturel. Donc c'est heureux que cette évolution arrive, mais elle arrive quand même très tardivement. Ça fait depuis 1869 que la Camargue est endiguée. Donc stabilité et un delta qui est fixé, mais un delta qui pour autant n'est pas figé. Et donc ce delta continue à évoluer sous la conjonction de 4 facteurs. Le premier, c'est un facteur tout à fait physique, naturel. Je vous le disais, c'est un édifice de sédiments fins et jeunes qui continue à se tasser sur lui-même et donc qui s'enfonce. Alors, ce chiffre, en tout cas, il s'enfonce d'un peu moins d'1 millimètre par an. Je sais que 0,8, c'est controversé. En tout cas, voilà, sachez que la Camargue continue à s'enfoncer, à perdre un peu d'altitude chaque année, un peu moins d'1 millimètre par an, purement physique. Deuxième facteur, qui lui est directement l'action de l'homme, c'est qu'on estime que les sédiments qui arrivent jusqu'à l'embouchure du Rhône ont été divisés environ par 5 entre l'ère pré-industrielle et aujourd'hui. Et l'intuition, c'est que ce sont les barrages sur le cours du Rhône et ses affluents, mais en fait, il semblerait que les barrages soient un facteur certes existant, mais minoritaire. Et l'essentiel de cette baisse de sédiments charriés jusqu'au delta, c'est en fait la reforestation du bassin versant du Rhône et de ses affluents, c'est la déprise agricole, c'est le fait qu'on avait, il y a encore un siècle, des paysages, vous voyez, extrêmement dénudés et érosifs, et donc un charriage très fort par tous les cours d'eau qui arrivaient jusqu'en Camargue. Aujourd'hui, on a un reboisement très important, une déprise agricole, on peut s'en plaindre, en tout cas le regretter dans tous les milieux des espaces agricoles, mais dont une des conséquences, c'est la limitation de l'érosion. Et puis 2 facteurs qui, eux, sont une des conséquences des changements climatiques, on y viendra, c'est d'une part la montée du niveau marin, où on estime que cette montée était en moyenne de 2 mm par an au cours du siècle dernier. Aujourd'hui, on estime qu'elle est environ à 3 mm et demi, donc vous voyez, on a presque doublé le taux de la vitesse moyenne annuelle de hausse du niveau marin. Et demain, on en parlera, mais les nouvelles ne sont pas super réjouissantes. Et puis le dernier facteur, également lié au changement climatique, j'y reviendrai, ce sont les événements climatiques extrêmes. Vous avez ici un graphe où on s'est amusé, on a collecté toutes les données sur les crues majeures du Rhône depuis 1856. Et donc par tranche de 15 ans, vous voyez, tous les 15 ans, en général, on a soit une, soit 0 crue par tranche de 15 ans. Dans la tranche 1886-1900, là, on en a eu 3. Et voilà, vous voyez que dans les 15 ans, entre 1991 et 2005, on a eu 7 crues majeures. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, on touche du bois, mais voilà, on peut présumer que les choses pourraient être compliquées avec des crues fréquentes. Voilà, et les conséquences de ces 4 facteurs conjugués, c'est qu'on a une érosion côtière forte. Vous avez ici une carte qui représente les zones qui sont en érosion, qui sont en rouge. Vous voyez qu'on a des érosions qui sont de l'ordre de 10 à 15 mètres par an. Et dans le même temps, une partie de ce sable est repris et déposé vers l'ouest, puisqu'il y a un courant ligure qui pousse les sédiments d'est en ouest. Et donc tout ce qui est sur des côtes, disons, orientées est-ouest, sont en érosion. Et dans les golfs, à la fois le golfe de Moduc et le golfe de l'Espiguette, nous avons là une forme d'accrétion. C'est ce sable qui est redéposé avec une croissance qui peut être aussi par endroits de 10 à 20 mètres par an. Malgré tout, la somme est non nulle, c'est-à-dire qu'il y a une perte, c'est pas juste un déplacement de sable, mais c'est aussi une perte, et je pense que, de mémoire, on a dû perdre environ un peu plus de 300 hectares au cours des dernières années dans ce jeu de la redistribution des sédiments. Donc érosion forte, risque de submersion accrue, bien sûr. Vous avez ici quelques images, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ce sont des digues qui connaissent des brèches, et ça notamment ce sont des digues qui sont, celle-là c'est pris au Grand Radeau, ici, juste à l'ouest de Sainte-Marie, où vous voyez que d'ores et déjà l'eau a contourné les endiguements, les enrochements, et est passée de l'autre côté et commence à grignoter le rivage sableux.
Ça, c'est le Gros de Véran, ici, au sud de Salagiro, qui, vous voyez, c'est une martelière qui régulait les entrées et sorties d'eau. La martelière, aujourd'hui, elle n'existe plus. C'était il y a 2 ou 3 ans que j'ai pris cette photo. Et ça, c'est la plage est des Saintes-Maries. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet endroit, juste là, où en fait, il y a encore peu une plage qui était séparée par un canal sur lequel passaient des passerelles, et derrière, on avait un parking. Et ensuite, il y avait la digue. Et ben voilà, ça, c'est les passerelles qui menaient du parking qui était ici à la plage qui était là. Voilà. Et ça, c'est pris il y a quelques mois. Voilà. Donc, l'érosion est là, et les signes sont manifestes et multiples. Et puis, comme autre problème, bien, on a une difficulté accrue à évacuer l'eau gravitairement, et notamment tout ce complexe d'étangs du Vacarès et des étangs inférieurs, dont Alain Dervieux ici présent est un spécialiste. Ça doit s'évacuer normalement gravitairement vers la mer. Et on s'aperçoit que du fait de la Camargue qui s'enfonce, la mer qui monte, on a de moins en moins de jours dans l'année où les étangs sont à un niveau supérieur à la mer. Et donc il y a de moins en moins de jours où on peut gravitairement évacuer l'eau à la mer. Aujourd'hui, on est passé, on n'a pas connu de problème majeur, mais je pense on ne prendrait pas beaucoup de risques à parier que ça interviendra dans quelques années, à savoir quand. En tout cas, on souhaite que ça dure, mais aujourd'hui, on a un seul exutoire vraiment fonctionnel qui est au niveau des Saintes-Maries, le Gros de la Fourcade, mais qui n'est pas en capacité à évacuer suffisamment d'eau si un événement climatique extrême devait arriver. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous dire un peu comment ça évolue, et donc je finissais sur les changements climatiques. Et, alors, les changements climatiques, comment les présenter? Peut-être un petit zoom arrière pour mettre ça en contexte. On peut dire que c'est en fait le dernier avatar d'une histoire à succès, l'histoire d'une espèce qui a eu un succès phénoménal, et cette espèce, bien sûr, c'est l'homme, une espèce conquérante. Vous avez, je trouve ce graphe de la démographie humaine planétaire est assez parlant, hein. Vous voyez que il y a environ 10 000 ans, au moment où les hommes se sont sédentarisés, au moment où l'agriculture a commencé à exister, on estime qu'il y avait environ 5 millions d'êtres humains sur Terre. 250 millions au début de notre ère, et le premier milliard, on l'a franchi en 1800. Et depuis, vous voyez qu'on a mis 130 ans pour passer du premier au second milliard, et maintenant on est à un rythme où tous les 12 à 15 ans, on a 1 milliard de plus, tous les 12 à 15 ans. Le taux de croissance annuelle est en train de baisser un petit peu par rapport à ce qu'on a connu depuis les années 50, mais on est toujours sur ces notions-là. Vous voyez, ce graphe est un peu ancien, on était à 6 milliards en 2000, on est aujourd'hui à plus de 7 milliards et demi, et les démographes nous projettent pour l'horizon 2100, alors ça dépend, mais entre 10 et 15 milliards d'êtres humains sur Terre. Et le problème, c'est que cette belle histoire, cette croissance exponentielle qui est un succès interplanétaire, en tout cas planétaire, on va dire, il a été fondé sur 2 principes problématiques, très problématiques. Le premier, c'est que les hommes ont considéré que tout le reste du vivant et du non-vivant, en fait, ce ne sont que des ressources dévolues à leur seul usage. Et donc on ne peut se permettre de taper dedans sans retenue, et puisque ce ne sont que des ressources. Et si jamais une des espèces viendrait contrarier nos desseins, on est fondé à l'éliminer parce que ça vient nous embêter. Le deuxième principe sur lequel on a fondé le développement, qui est là aussi un principe erroné, c'est tout simplement que ce développement est fondé sur l'hypothèse, sur le postulat d'une croissance perpétuelle dans un contexte de ressources limitées. C'est un enfant de 7 ans comprendrait que ce n'est pas possible, mais il semblerait que beaucoup de nos grands économistes aient toujours ça comme doctrine, ce qui pose quelques soucis, et ces soucis, on les vit au quotidien, et c'est ce qu'on appelle notamment les changements globaux, c'est-à-dire des perturbations majeures induites par l'homme et qu'on retrouve sur l'ensemble de la planète, et qu'on a pour habitude de classer en 5 catégories, on a bien les boîtes. Donc tout ce qui est dégradation des habitats naturels, tout ce qui est lié aux espèces invasives, tout ce qui est lié à la globalisation des échanges, qui est notamment un des vecteurs des espèces invasives qui se répartissent un peu partout sur les continents et viennent à entrer en compétition avec d'autres espèces, la pollution et la surexploitation des ressources naturelles. Tout ça, c'est des impacts directs de l'homme sur la biocénose, sur la biosphère, et qui sont de plus en plus manifestes, et les conséquences, et la 6e crise d'extinction de la biodiversité, enfin voilà, c'est toutes ces choses dont on nous parle beaucoup aux informations, mais pour lesquelles il semblerait qu'on soit un peu démunis, en tout cas sur lesquelles on ne prend pas beaucoup de décisions fortes. Mais au-delà de ces impacts directs, eh bien, l'homme a finalement, de façon non intentionnelle, à toucher à des choses qui lui dépassent, aux grands équilibres naturels, et c'est là qu'intervient le changement climatique. C'est un dérèglement qu'on a induit sans le vouloir, mais qui vient apporter une pression additionnelle à tous ces changements directs, et qui commence à peser assez lourdement sur la planète. Et donc ça, on peut le mesurer, il y a plein de façons de le mesurer, mais je trouve une façon de le mesurer qui est assez parlante pour le grand public, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique,
qui consiste tout simplement à comparer d'une part, à mesurer d'une part ce qu'un territoire, qui peut être la planète, un pays, une ville, produit annuellement comme ressource naturelle renouvelable et comme capacité à traiter nos déchets, à absorber le CO2 qu'on produit. Et d'autre part, on mesure ce que l'homme consomme et on voit le différentiel. Donc tant qu'on consomme moins que ce que le territoire produit et renouvelle chaque année, tout va bien. À partir du moment où on franchit ce cap, ça commence à être compliqué. Et ce cap, donc c'est ce qu'on voit ici, hein, ce qui est en vert, c'est la ligne de ce qu'on appelle la biocapacité, ce que la planète produit, et on voit que cette biocapacité s'effondre, hein, nous file entre les doigts, puisque justement on dégrade les habitats, et bien c'est autant de capacité de la planète à produire qui diminue, quand dans le même temps la pression de l'homme sur cette ressource augmente. Et ce que l'on voit, c'est en 1976 qu'on a passé le point d'inflexion, qu'on a commencé à consommer plus que ce que la planète est capable de régénérer en un an. Et vous avez ici en pointillé la même chose, mais sur le bassin méditerranéen, on voit que la biocapacité, c'est-à-dire la capacité du bassin méditerranéen à produire de ressources, est plus faible que la moyenne mondiale. Et dans le même temps, la pression des hommes est plus forte que la moyenne mondiale. Et donc ce différentiel, ce déficit écologique est 2 fois plus fort en Méditerranée que la moyenne mondiale. Et dès les années 60, on était déjà en déficit écologique. On creusait déjà notre dette écologique. Et une façon d'illustrer ça, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce paramètre, mais en tout cas c'est une façon assez médiatique de symboliquement dire voilà, aujourd'hui on a consommé, le monde, l'humanité a consommé toutes les ressources de la planète et à partir d'aujourd'hui on vit à crédit, on consomme et on creuse notre dette écologique. Et donc 2018 c'est le 1er août, vous voyez en 76 c'était le 31 décembre, on franchissait, on avait consommé 100% de nos ressources le 31 décembre, et bien aujourd'hui c'est le 1er août 2018 que l'humanité a consommé l'intégralité de ce qui peut se renouveler. Est-ce que vous savez, en France, quand est le jour du dépassement, si on voit le territoire français, est-ce que vous avez une idée, quelle est la date de l'année à laquelle on a consommé 100% de nos ressources? C'est le 5 mai. Le 5 mai 2018, on a consommé 100% des ressources nouvelles du territoire français. Et au Qatar, c'est le 9 février. Donc, vous voyez, en un mois, ils ont mangé 100% des capacités du pays à produire des ressources renouvelables. Donc voilà, tout ça, ça doit nous amener à réfléchir. Et je trouve que c'est une façon assez pédagogique, assez marquante de mesurer ça. Mais bon, revenons à nos moutons et au climat. Donc, changement climatique. Et tout d'abord, là aussi, commençons à regarder en arrière pour voir comment les choses évoluaient. Quand on regarde en arrière, on voit que notamment au niveau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a eu un climat très stable, remarquablement stable, depuis au moins 10 000 ans. Donc ça, c'est des reconstitutions à travers, d'une part, l'analyse des pollens sur les dates anciennes, vous voyez, 10 000 ans jusqu'à 10 000 ans et jusqu'à 1000 ans environ. En analysant les pollens trouvés dans les sédiments, on peut reconstituer le climat. Et donc on voit que la température estivale était à peu près équivalente à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle oscillait autour de plus ou moins 1 degré. Ensuite, sur l'analyse des cernes de croissance des arbres, entre 500 ans et maintenant, on voit que c'était pareil, c'était tout à fait stable. Et puis avec les données météo, on est à peu près dans la même gamme. Donc voilà, sur le temps plutôt long, on a eu ici un climat extrêmement stable, tout à fait remarquable. Et de la même façon, le niveau de la Méditerranée, depuis 3000 ans, est à peu près stable également. Et pourtant, la Méditerranée est un des points chauds mondiaux du changement climatique. Et on peut l'illustrer, notamment si on compare, ça c'est un graphe de la NASA qui montre l'évolution de la moyenne des températures au niveau de la planète. Et on voit qu'on a pris à peu près 1 degré en 120 ans. Si on regarde la même chose au niveau local, et là on a pris la station météo de Marseille-Marignane, on voit que ça monte plus vite. Et on a pris 1,5 degré en seulement 65 ans. Donc, et c'est ce que les modèles nous prédisent. On devrait être une zone sur lesquels les impacts du changement climatique, notamment en termes de température, vont être plus forts que la moyenne mondiale. Ici, c'est la même chose, mais figuré différemment. Vous voyez, depuis 1922 à 2017, c'est la température moyenne annuelle à Marseille. Et vous voyez, qui oscille donc entre 13,1 degrés donc dans les bleus jusqu'à 16,8 degrés dans les rouges foncés. Et c'est assez frappant de voir qu'entre les années 20 et les années 50, on est toujours, toutes les années, avait une moyenne qui était dans les bleus, donc dans les franges basses. Et aujourd'hui, depuis 90, on est toujours dans les rouges de plus en plus foncés. Donc voilà, ça, on ne parle pas de demain, on parle d'aujourd'hui et de ce qui s'est passé depuis qu'on est nés tous ici. Voilà, donc ça c'est le passé récent. Et maintenant, si on regarde le futur, eh bien, je ne vais rien inventer, là, c'est les scénarios du GIEC, c'est le dernier rapport
de synthèse qui date de 2014. 2014, à l'échelle de la connaissance scientifique, c'est très loin. Les choses ont beaucoup évolué, mais néanmoins, c'est aujourd'hui ce qui fait foi. Et vous voyez que ces scénarios, je ne sais pas si vous êtes familier avec tout cela, mais le GIEC, donc les experts du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, a choisi donc d'une part de traiter de très nombreux modèles climatologiques et de les regrouper en 4 séries, en 4 tendances. Et ce qu'on appelle, donc là ici on a regardé que les 2 principaux, donc enfin 2.6, 4.5, 6 et 8.5, c'est-à-dire 2.6 c'est le modèle vertueux. Si on met en place une politique climatique très volontariste dans laquelle on stoppe les émissions de gaz à effet de serre et dans lesquelles on séquestre le CO2 qui est déjà produit, vous voyez qu'on arrive avec des politiques très volontaristes, on arrive à stabiliser les températures de l'atmosphère. En revanche, et donc l'autre extrême, c'est un scénario, ce qu'on appelle 8.5, c'est le scénario qui lui dit c'est business as usual, on ne change rien, on continue à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, on voit sur les accroissements de température qui sont tout à fait importants, qui nous amènent environ à 4 degrés, voire plus à l'échelle de 1100. Et donc ça, c'est ce dont on parle toujours. Et vous savez, on s'est promis, l'accord de Paris à la COP21 a dit pas plus de 2 degrés en 2100, et si possible, plutôt 1,5 degré. Vous voyez, on a déjà pris 1 degré en l'espace de 120 ans, il ne nous reste plus qu'un demi-degré de marge si on veut tenir ça. Ça va être compliqué, mais on voit que apparemment c'est possible. Alors on va, dans même pas un mois, le GIEC va sortir, le 8 octobre, il va sortir un rapport qui a vocation à nourrir la prochaine COP qui va se tenir en Pologne en décembre, et qui, lui, parle de l'atteinte possible ou pas des 1,5 degré. Et donc ça a déjà fuité ce qu'il y a dedans, et donc le rapport dit c'est pas impossible, mais ça devient très compliqué, très compliqué. Donc voilà, ça va être assez alarmant, donc on va voir ce qu'ils vont sortir, c'est le 8 octobre, je pense que ça va être relayé médiatiquement. Ce dont on parle moins, c'est ça, et ce qui nous concerne beaucoup en Camargue, c'est la hausse du niveau marin. Et là, vous voyez, de la même façon, le scénario le plus optimiste, il est quand même autant celui-ci, pour les températures, on voit que si on a une politique vertueuse dès maintenant, on peut infléchir et faire en sorte que la température va se stabiliser à un niveau tolérable. Autant pour le niveau marin, on voit que même si on a une politique extrêmement vertueuse, la mer va continuer à monter. Et elle va monter pendant longtemps, pendant des siècles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle toujours du réchauffement de l'atmosphère, mais le changement climatique, 93% de l'énergie excédentaire qui est produite par le changement climatique est absorbée par les océans. Et les océans fonctionnent un peu comme un poêle scandinave. C'est des poêles à inertie. C'est-à-dire, on les chauffe pendant 3 heures et ça chauffe l'intérieur après pendant 2 jours. Et bien là, voilà, depuis 150 ans, on chauffe le poêle de l'océan planétaire, et ce poêle est en train de accumuler énormément de chaleur. Et cette chaleur est en train de produire ses effets, et cet effet, ça sera un effet cinétique très long. Et donc même si on cesse toute production de gaz à effet de serre aujourd'hui, les océans vont continuer à monter, et pendant des siècles. Sauf que, voilà, on voit que quand même, selon qu'on fasse des efforts ou pas, ils ne vont pas monter au même rythme. Et là, il y a aussi un message, vous voyez que c'est entre, grosso modo, 23 cm dans le meilleur des cas et 1 mètre dans le pire des cas. Sauf que ça, c'est le pire des cas en 2014. Et je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais depuis notamment 1 an, on voit énormément d'articles qui sortent, des articles scientifiques, et qui sont inquiétants, qui montrent notamment qu'on a complètement sous-estimé ce qui se passe au niveau des calottes polaires de l'Antarctique et du Groenland. C'est 2 phénomènes complètement distincts, mais qui ont la même conséquence, où en fait, il y a une vitesse de fonte qui est extrêmement rapide et qui s'accélère. On estime que notamment dans les 5 dernières années, la fonte de l'ouest de l'Antarctique a triplé. Donc c'est des volumes tout à fait conséquents. Et il y a 25 ans, la hausse du niveau marin, là, les 2 mm par an dont je vous parlais, c'était quasiment que de l'expansion thermique. Vous savez, lorsqu'on chauffe un liquide, et l'eau en particulier, enfin, comme tous les autres liquides, eh bien, elle se dilate, elle prend plus de volume. Et donc c'est ça, c'est l'expansion thermique, on chauffe l'eau, donc elle prend plus de volume, donc le niveau de la mer monte. Et donc, il y a 25 ans, 93%, 97%, je ne sais plus, de la hausse du niveau marin est expliquée par l'expansion thermique. Aujourd'hui, la majeure partie de la hausse du niveau marin est liée à la fonte de la glace. Plus de 55% de la hausse du niveau marin est liée à la fonte de l'Antarctique et du Groenland. Et on estime que si le Groenland venait à fondre totalement, la mer monterait de 7 mètres. Si l'Antarctique venait à fondre totalement, la mer monterait de 57 mètres. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et donc là, il ne faut pas se faire peur, ça prendra des millénaires avant que mais si on est sur une tendance, celle-ci, eh bien effectivement, pendant des millénaires, on va prendre... Là, et puis on a le GIEC a choisi pour convention de borner ses projections à l'année 2100.
Mais les experts disent que certes, voilà, on est entre 23 cm et 1 mètre à 2100, peut-être plus, ce que je vous dis. Donc les derniers articles suggèrent que l'Antarctique seul pourrait générer 1 mètre d'augmentation du niveau marin d'ici la fin du siècle, et ça pourrait aller jusqu'à 2,50 m, tout confondu. Et ces mêmes experts estiment que dans les siècles qui suivent, la mer devrait monter entre 2 et 4 mètres par siècle. Voilà. Donc, voilà, rappelez-vous la figure sur la Camargue, 70% est à moins d'1 mètre. Ça veut dire que c'est triste et c'est même effrayant, mais en attendant, c'est une réalité qui semble objective, en tout cas qui est très étayée par beaucoup de modèles climatiques. On verra ce que nous réserve l'avenir, mais oui, la mer va monter, va continuer à monter très longtemps et probablement assez fortement. Voilà, je ne vais pas vous déprimer plus que si, je vais continuer à vous déprimer, pardon. Et tout ça, ça a bien sûr des conséquences. Notamment, on mesure là aussi que les catastrophes naturelles, bien sûr, sont en augmentation. On le voit, et cet été, je pense, a été assez emblématique de ces catastrophes, que ce soit des incendies en Suède, enfin voilà, je ne sais pas si vous les connaissez aussi bien que moi, mais on voit que les catastrophes naturelles ont doublé en 30 ans, et que 90% d'entre eux sont liés à l'eau, soit excès d'eau, soit pas assez d'eau, mais 90% des catastrophes naturelles sont liées à l'eau. Et il y a des chiffrages qui ont été faits, je vous cite un chiffre en Europe, donc entre 2000 et 2012, plus de 5 milliards de dégâts causés par les inondations. On estime que ces chiffres devraient être multipliés par 4 dans 25 ans, dans 30 ans. Voilà, donc tout ça, la tendance est dessinée, effectivement, c'est un peu déprimant, mais c'est pas le but du jeu. Alors ensuite, comment ça se traduit en Camargue? Alors voilà, je n'ai pas de boule de cristal, mais bien sûr, ça va être compliqué, puisque les changements climatiques, je veux dire, et je vous le rappelle, on est dans un hotspot, dans un point chaud du changement climatique, donc cette variabilité des précipitations va être plus forte, et déjà on le connaît, enfin, l'an dernier, vous vous rappelez, je pense, de l'été et de l'automne qu'on a eu l'an dernier, extrêmement sec, il a fait attendre le mois de décembre quasiment pour que des pluies arrivent. En 2011, on avait eu au printemps un mois de mai incroyablement sec aussi, où le Rhône avait ses niveaux du mois d'août, c'est à tel point que le coin salé est remonté jusqu'à 25 km dans le Rhône, et on a pompé de l'eau salée, on a irrigué le riz avec de l'eau salée, et on a perdu des cultures comme ça. L'an dernier, la commune des Saintes-Maries, n'a plus pu potabiliser son eau parce qu'il y avait trop de sel, il a fallu qu'elle soit ravitaillée en eau de bouteille. Voilà. C'est des choses qu'on connaît et qu'on sera probablement amené à connaître de façon plus fréquente dans l'avenir. Pic de chaleur, baisse de précipitations, tempêtes plus fréquentes, voilà. Mais voilà, ce qui va être le plus impactant pour la Camargue, c'est à la fois tout ce qui se passe dans le bassin versant, ce très vaste bassin versant du Rhône, qui couvre près d'un quart de la France. Et donc tout ce qui se passe en amont aura des conséquences en aval. Nous sommes l'exutoire de tout cela. Et donc, voilà, vous l'avez vu, quand il y a des sécheresses plus prolongées, on risque d'avoir des étiages du Rhône beaucoup plus accusés. Et lorsqu'il y a des précipitations massives dans l'ensemble du bassin versant, ça risque de faire des crues tout à fait exceptionnelles. Et puis cette élévation du niveau marin et le risque de submersion, donc voilà, je ne reviens pas sur ce que je disais avant, mais on va vers des choses qui vont rendre notre vie assez compliquée. Voilà, donc là je pense que j'ai fini de vous déprimer, peut-être pas d'ailleurs, parce que ça c'est de la Camargue, et donc on pourrait se dire, ok, mais la Camargue c'est un site emblématique, on a des moyens, et la France va mettre, et l'Europe va dire, la Camargue on ne va pas les laisser se noyer, on va faire des digues, on va la sauver. Ok, je veux bien, sauf qu'il faut bien voir que c'est pas une exception. En France, il y a France métropolitaine, je ne parle pas de l'outre-mer, il y a 740 000 hectares qui sont comme la Camargue à moins d'1 mètre d'altitude. Et là-dessus, il y a 300 000 bâtiments. Alors, qui va payer pour tout ça? Et puis au niveau du monde, 370 millions de personnes vivent à moins de 5 mètres d'altitude, 136 mégapoles, des grosses villes côtières, sont menacées par la submersion. New York, Shanghai, Jakarta, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça va être compliqué pour tout le monde, et on peut présumer que l'allocation des ressources ne sera pas forcément... Enfin, ça sera compliqué aussi. Et voilà, peut-être que la Camargue ne sera pas ultra prioritaire dans ces cas-là. Bon, allez, cette fois j'ai fini de vous déprimer. Donc la question, voilà, c'est maintenant, dans ce contexte, qui est effectivement pas très réjouissant, comment rebondir sur les propos de Célia pour se donner la pêche? C'est un peu compliqué. Mais donc voilà, on a plusieurs options. La première, effectivement, c'est simple, c'est dire, moi ça concerne le déni. Et donc le déni, alors il y a deux formes de déni. Il y a le déni tel que les climato-sceptiques, donc il y en a un de l'autre côté de l'Atlantique qui continue à dire que c'est un canular des Chinois pour pénaliser les USA, mais
Ça, il n'y en a plus beaucoup, mais en revanche, une forme de déni qui est très répandue, et ici comme partout, c'est justement que ce qui est annoncé est tellement sidérant, tellement inacceptable, qu'on ne l'accepte pas, et qu'on ne l'intègre pas, qu'on n'est pas en capacité, que c'est même pas du confort, en tout cas, voilà, c'est pas possible de l'accepter, de l'intégrer. Et donc ce déni-là est extrêmement répandu. Et moi-même, j'ai du mal à me dire que la Camargue va évoluer comme ça. Mais voilà. Et ça, il va falloir... Cette soirée a vocation notamment à aider à prendre conscience. Et je pense que la première étape, effectivement, c'est acter des choses qui vont se passer et l'accepter. Deuxième attitude possible, c'est ce qu'on a connu depuis un siècle et demi, c'est la technologie triomphante, c'est la foi dans le génie humain et dans la technologie. On est, depuis 150 ans, on est fasciné par nos capacités, on est dans l'autofascination, on sait tout régler, on sait tout inventer, et c'est vrai qu'on est fort. Mais il y a un moment où tout sont limités. Je pense que le changement climatique en est une illustration. Encore une fois, on a induit sans le vouloir, on a touché à des mécanismes, à des équilibres naturels qu'on ne pensait pas pouvoir toucher, mais on les a touchés. Et on les a déréglés. Aujourd'hui, vouloir penser, avoir l'illusion qu'on va tout régler par la technologie, ça serait justement ne pas tirer les leçons de ce qu'on a fait les années précédentes. Donc la technologie, certes, devra être mobilisée, mais soyons prudents et ne croyons pas, en tout cas c'est ma conviction, qu'elle réglera tout. Et puis la troisième solution, et c'est celle qu'on prône essentiellement, c'est l'accompagnement des dynamiques, faire en sorte que oui, on acte, oui, ça va bouger, et on sait que la nature est plus forte, et c'est ce qui est bon pour notre ego, qui a besoin de temps en temps d'être un peu ramené à sa juste mesure. Donc comment est-ce qu'on peut accompagner ces dynamiques, et comment est-ce qu'on peut ne plus contrarier la nature, ne plus asservir la nature, mais jouer avec la nature, profiter de ce que la nature nous prodigue. Et notamment, puisque, je vous le disais, la Tour du Valat s'occupe des zones humides, ces zones humides qui ont été très malmenées, puisqu'à l'échelle de la planète, 70% des zones humides ont disparu, ont été rayées de la carte en un siècle. 70%. Tout ça parce que, je vous le disais, elles sont très convoitées, mais en même temps, on leur a affublé une image de lieux putrides, néfastes, maladies, etc. 70% ont disparu, et pourtant aujourd'hui on s'aperçoit que ces zones humides sont des amortisseurs climatiques, sont une réponse pertinente, très économique pour la société et très efficace. Plusieurs fonctions, notamment le CO2, donc ce qu'on appelle l'atténuation, arriver à ne plus relarguer autant de CO2 et le séquestrer, le capter, et bien ces zones humides, ça représente à peine aujourd'hui 6% de la surface terrestre, des continents émergés, mais c'est aujourd'hui 25 à 30% du stock de carbone. Et notamment, il y a certains types de zones humides, des tourbières, des mangroves, certes on n'en a pas en Camargue, mais qui sont des puits à carbone extraordinaires. Et donc, si on garde ces tourbières, ces mangroves, on continue à sécréter du carbone. À l'inverse, si on les gère mal, et surtout si on draine les tourbières, là on a un relargage massif de carbone et de méthane qui vont aggraver notre situation. Donc, première fonction, c'est sur la séquestration du carbone. Jouons pleinement ces fonctions que jouent ces zones humides. Je vous parle des tourbières et des mangroves, mais des marais littoraux, des marais salés, tels qu'on peut avoir en Camargue, et surtout dans les marais qu'on appelle intertidaux, où il y a une marée forte, ils ont une capacité là aussi à stocker d'énormes quantités de CO2. Deuxième fonction, c'est un peu une fonction d'éponge. Ces zones humides, ce sont des grosses éponges, pour simplifier. Elles ont une capacité à réguler les flux, notamment lorsque il y a de l'eau en excès, elles absorbent ces crues, en limite les dommages en aval. Et à l'inverse, lorsque l'eau vient manquer, lorsque l'étiage est là, ces zones humides relarguent, dispensent cette eau qu'elles ont stockée lorsqu'il y en avait en excès. Donc elles tamponnent ces irrégularités dans les flux hydriques. Et comme vous l'avez vu, ce que les climatologues nous prédisent, c'est une variation, une amplitude plus forte, des périodes de sécheresse plus longues, des étiages plus accusés. Ces zones humides sont les meilleures réponses, les moins chères et les plus efficaces qu'on peut proposer. Et puis, dernière chose, c'est l'augmentation du niveau des mers. Là aussi, les zones humides littorales sont des remparts efficaces. Elles ont une capacité à encaisser. Alors certes, ça les affecte, c'est pas un mur béton, donc elles sont perturbées, mais en attendant, elles ont une vraie capacité à absorber et à dissiper l'énergie des vagues. Donc voilà, un message qu'on s'emploie à faire passer à tout niveau, civils, décideurs, c'est ça. Arrêtons de détruire les zones humides pour les remplacer par des infrastructures. À chaque fois qu'on a une zone humide qui disparaît, on voit qu'il y a une perturbation derrière, qu'il y a un problème. Ce problème, ça peut être soit des crues plus fortes, soit des sécheresses plus accusées, soit des pollutions plus fortes. Et à chaque fois, la réponse, qui devrait être, on
restaure la zone humide et elle nous rend à nouveau ses services gratuitement. Ben non, c'est pas ça, c'est jamais ça, à vrai dire. C'est à chaque fois, on a un problème de crue, on fait des digues, on a un problème d'inondation, pardon, oui, c'est ça, on fait des digues, on a un problème de sécheresse, on fait des barrages, on a un problème de pollution, on fait des stations d'épuration qui sont à chaque fois coûteuses en investissement, coûteuses en maintenance et qui ne répondent qu'à une seule fonction et de façon onéreuse. Voilà. Donc, et apprenons à travailler avec la nature, ces solutions fondées sur la nature, et notamment qui sont des amortisseurs climatiques tout à fait édifiants. Deuxième façon de positiver aussi, prenons du recul et puis voyons ce que font les voisins. Je trouve que l'expérience hollandaise en la circonstance est assez intéressante. Vous savez que la Hollande, c'est un pays qui a pas mal de similitudes avec la Camargue, pas au niveau du climat, mais en tout cas au niveau de la platitude et des problèmes de submersion. Aujourd'hui, 55% du territoire hollandais, néerlandais est soumis aux inondations et aux submersions marines. Des grandes villes comme Rotterdam, Amsterdam, etc. sont sous le niveau de la mer et jusqu'à moins 7 mètres sous le niveau de la mer actuellement. Donc pour eux, c'est vital. 10 millions de personnes sont sous le niveau de la mer. Il se trouve que la Hollande, par cette configuration, a été, et depuis des siècles, ils sont d'ailleurs venus en Provence pour exporter leur savoir-faire, sont les champions du monde de l'ingénierie hydraulique. Et ils ont, et c'est un tour de force, dès les années 30, voilà, bâtissent des digues isolées, enfin, voilà, des polders, un gain sur la mer de façon incroyable, et ils ont pu se développer comme ça. Pourtant, aujourd'hui, clairement, la réponse technologique ne suffit plus. Et notamment, il y a eu une série de crues de la Meuse ou du Rhin dans les années 90-2000 qui sont succédées, qui n'ont pu être endiguées par toutes ces digues, par toutes ces technologies, et qui a fait des drames, donc des morts. Et là, les pouvoirs publics ont réalisé que ça ne suffit pas, et les prédictions là-bas, les changements climatiques en Hollande, aux Pays-Bas, ça ne va pas être moins d'eau, ça va être plus d'eau. C'est notamment la Meuse et le Rhin qui vont apporter plus d'eau dans un endroit où ils sont déjà malmenés. Et donc ils ont eu l'intelligence de se mettre ensemble, à la fois les services de l'État, les collectivités locales, la société civile, et ils ont créé ce qu'on appelait la coalition néerlandaise pour les amortisseurs climatiques naturels. C'est 7 organisations étatiques ou ONG qui se sont mis ensemble et qui ont réfléchi et qui ont mis en œuvre concrètement et avec des moyens assez colossaux des expérimentations, qui n'étaient pas des expérimentations, maintenant c'est de l'opérationnel, et vous voyez que tous ces points ici sont des lieux où ils ont mis en œuvre ces amortisseurs naturels, c'est-à-dire ça a différentes formes. Ça peut être comme ici, vous voyez une rivière qui avait été complètement endiguée, et bien ils ont réouvert, ils ont expulsé les habitants, ils ont arrêté l'exploitation agricole. Et quand on connaît le prix du foncier en Hollande, l'acceptation sociale était très compliquée, néanmoins il y a un moment, ils ont dit soit on fait des digues plus hautes, mais ça sera plus cher, et lorsqu'elles cèdent, les dégâts risquent d'être tout à fait colossaux. Donc finalement, il y a eu une acceptation de la collectivité pour sacrifier, entre guillemets, des terrains agricoles, pour le restituer à la nature. C'est ce qu'on appelle room for the rivers, rendre la place de l'espace aux rivières. Et donc il y a ce type d'opération. Il y a d'autres opérations, c'est un peu plus haut, donc dans les bassins versants, là aussi transformer, notamment ici près de Groningen, un site où la ville a été inondée à la fin des années 90 et avec des dégâts tout à fait colossaux, et où tous les modèles hydrologiques montraient que ça allait s'aggraver. Et donc ils ont accepté de sacrifier plusieurs milliers d'hectares d'excellentes terres agricoles juste à côté pour les restaurer en zone humide et de ce fait-là jouer ce rôle d'éponge. Donc voilà, je ne vais pas vous citer, mais il y a à la fois au niveau de la côte, là aussi rendre un espace de liberté à la mer, etc. Donc plein de choses. Et à chaque fois, ce qui est je trouve, intelligent, c'est que non seulement ils ont rendu un espace de liberté à la nature, on va dire, et à l'eau, mais à chaque fois, ils ont intégré l'homme et la découverte et le loisir dedans. À chaque fois, vous avez des ponts, des pistes cyclables, des observatoires qui vous permettent de découvrir le territoire, de vous le réapproprier. Donc les gens ne le vivent pas comme une perte, mais le vivent, notamment dans un pays comme les Pays-Bas, qui sont extrêmement aménagés, comme un gain, comme un espace de liberté, un espace de nature. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point la nature a vite réinvesti, à quel point la proximité avec les oiseaux est là. Donc voilà, ils ont réussi, ce qui pour moi en tout cas dans la situation qu'on peut vivre ici en Méditerranée, un tour de force, c'est-à-dire
transformer une menace vitale en une opportunité qui à la fois a du sens en termes de lutte contre le changement climatique, du sens en termes de bien-être des populations humaines et du sens en termes de biodiversité et de fonctionnement de la nature. Et ça, voilà, je suggère qu'on puisse s'inspirer assez largement de ce type de démarche. Et donc, quel projet pour la Camargue? Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui soit justement positif? Il me semble que la Camargue a tous les atouts pour être un véritable laboratoire de l'adaptation et de la résilience. Alors la résilience, c'est vrai que c'est un terme qui commence à rentrer dans le langage commun, mais qui est encore un petit peu technique. Ça vient du latin qui veut dire rebondir, et c'est tout simplement la capacité à absorber des perturbations et à repartir, rebondir, pas forcément sous la même forme que la forme antérieure, mais en tout cas continuer à fonctionner malgré les perturbations qu'on a subies. Et voilà, il me semble que la Tour du Valat, que la Camargue a tous les atouts pour être justement un laboratoire de l'adaptation et de la résilience. Notamment, si on la compare aux autres deltas du monde, elle a plein d'atouts. Quel est l'adage quand on se voit, on se désole, quand on se compare, on se console. Mais c'est vrai que la Camargue, notamment, c'est un delta qui est toujours à flot. Je vous disais, il est bas sur l'eau, mais il est à flot. Si vous comparez avec le delta du Pô, par exemple, ou le delta du Mississippi, dans lesquels on a ponctionné depuis des siècles soit des hydrocarbures, soit de l'eau, ces deltas se sont enfoncés jusqu'à 7, 9 mètres. Et aujourd'hui, ils ne vivent que parce qu'il y a ces pays d'échappement qui en pompent en permanence pour le maintenir à flot. Et quand la mer monte, ça devient de plus en plus compliqué. Ici, non. Naturellement, la Camargue est toujours à flot. Elle est peu peuplée, si on compare par exemple au delta du Nil, dans lesquels 80% de la population de ce pays se situe dans le delta de la vallée du Nil, avec une pression démographique incroyable et croissante, sur lesquels il n'y a pas de marge de manœuvre. Ici, c'est un delta vide. Il y a très peu de personnes, quelques villages et quelques hameaux, beaucoup d'espace libre entre ça. Peu d'enjeux économiques et humains, et notamment sur la Méditerranée, ce qui est rarissime, où toutes les côtes sont hyper aménagées. Ici, on a 70 km de littoral sans rien. Pas un village, pas une bicoque, pas une goguette, rien. Enfin, c'est une mosaïque de milieu, et là aussi, c'est tout ce travail des Camarguais qui a souvent été dans l'opposition, dans le tiraillement, mais a résulté en un aménagement du territoire, une mosaïque avec à la fois des milieux agricoles, parfois intensifs, des milieux naturels, des milieux urbains, qu'on ne retrouve pas quasiment dans aucun delta en Méditerranée. À chaque fois, par exemple, le delta de l'Ebre, par loin de chez nous en Catalogne, il y a une vocation risicole unique. C'est du riz partout, et on a juste quelques milieux naturels sur la frange. Là, on a quelque chose de très équilibré qui, là aussi, est une force, un atout, une capacité à, justement, une plasticité, une capacité à encaisser, une capacité à rebondir. Et puis, dernier atout, mais qui n'est pas neutre aussi, le Rhône, c'est un fleuve qui marche encore. Certes, il est régulé, certes, il a des barrages, mais son débit est quasiment intact. Et là aussi, comparez ça au Nil, comparez ça à l'Ebre, au Pô. L'Ebre, il y a 96%, et le Nil, pareil, 96% de l'eau qui n'arrive plus à la mer. Et les autorités égyptiennes se sont données pour mission qu'il n'y ait plus une goutte d'eau qui arrive à la mer. Voilà. Et donc, bien sûr, tous les sédiments ne viennent plus à la mer, et bien sûr, les intrusions salines se font, et donc il y a une érosion côtière, une salinisation des terres dans le delta du Nil qui est absolument phénoménale. Ici, on n'a pas ça. On a un Rhône puissant, un Rhône qui a encore la capacité à charrier des sédiments. On peut relarguer une partie des sédiments qui sont détenus dans les barrages. Donc voilà, on a vraiment encore des marges de manœuvre. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. L'autre atout, c'est les Camarguais eux-mêmes. Les Camarguais ont démontré au fil des siècles, et notamment depuis l'endiguement de la Camargue et cette histoire de la conquête et de la maîtrise, ils ont su vivre, accompagner, mettre en œuvre, plus qu'accompagner, être moteur de changements radicaux. Notamment, vous savez que peu après l'endiguement de la Camargue, ça a été la crise du phylloxéra, tout vignoble français est mort, et les seuls endroits où on pouvait faire pousser la vigne, c'était des zones soit très sableuses, soit qu'on pouvait noyer l'hiver. Donc la Camargue a connu une période d'opulence liée à la culture de la vigne. Cette période a fini dans les années 30, puisque quand on a su greffer ça à la vigne sur des plans américains, la qualité, hélas, des vins camarguais n'a pas su concurrencer le reste, et donc disparu. Nouvelle vocation, les moutons. Et à partir de là, tous les mas avaient des bergeries, des moutons partout, et c'était la richesse de la Camargue. Jusque dans les années 40, où l'après-guerre, et là ça a été, et notamment après que la Nouvelle-Zélande ait rejoint le Commonwealth, où là, le marché du mouton s'est cassé la gueule complètement, puis plus de moutons en Camargue. L'après-guerre, le riz, vocation risicole. Donc voilà, tout ça pour dire, les Camarguais ont démontré non seulement une capacité à s'adapter, mais à anticiper, une capacité à diriger leur sort et leur économie pour
répondre à des contraintes extérieures. Donc voilà, tout ça, entre les caractères physiques du delta et les caractères mentaux des Camarguais, je pense qu'on a pas mal d'atouts pour effectivement répondre à tout ça. Je voudrais juste, pour finir, et je suis peut-être trop long, mais j'en suis désolé, balayer quelques actions actuelles qui me semblent répondre de cette nature, à nous donner de l'espoir, à nous donner une vision pour le futur. La première, c'est un projet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est au sud de Salins-de-Giraud, donc qui est la restauration et la gestion adaptative des anciens salins. Donc c'est une action qui est menée conjointement par le Conservatoire du littoral, le Parc naturel régional de Camargue, la Société nationale de protection de la nature qui gère la réserve de Camargue et la Tour du Valat. En 2 mots, c'est ce vaste espace. Les salins du Midi possédaient environ 14 000 hectares de terrain au sud de la Camargue. Et dès que la Camargue a été endiguée, Salins-de-Giraud a été édifié autour de 2 industries, dont l'industrie d'extraction du sel. 14 000 hectares il y a peu, et donc ils ont vendu à partir de 2008 presque la moitié, 6 500 hectares, au Conservatoire du littoral, que vous connaissez probablement, qui est un établissement public dont la mission c'est d'acquérir du foncier qui est menacé d'urbanisation pour le gérer durablement, de façon inaliénable. L'État ne peut plus le revendre, ne peut plus, la loi a une autre fonction que la conservation de la nature et la protection de ces espaces, et le donne en gestion à des collectivités ou des associations. Donc, juste pour vous rappeler, donc cette enveloppe rouge, c'est les 6 500 hectares dont on parle, et ça, c'est la progression de l'activité salinière. On voit qu'en fait, cette partie en rouge a été aménagée très tardivement, simplement dans les années 60-70, quand les salins ont connu leur extension maximale. Voilà, cette partie a été aménagée, mais aménagée de façon assez light, assez légère. Ça a été simplement on n'a pas changé la topographie des milieux, on a juste mis des digues de terre ou de sable qui faisaient du martèlement. Et donc, donc à partir de 2008, les salins étaient dans une passe économique un peu difficile, et ils étaient déjà soumis à cette érosion côtière qui faisait qu'ils devaient dépenser des sommes colossales chaque année pour refaire la digue des enrochements qui protégeaient leur outil de production. Donc lorsqu'ils ont vendu ça au Conservatoire littoral, d'ores et déjà, quelques brèches sont apparues dans la digue ici au sud, et puis très rapidement, elles se sont multipliées. Vous voyez ici la multiplication des brèches sur les digues frontales, et puis une fois que les étangs étaient en charge, eh bien, ça a occasionné des brèches sur les digues intérieures, et dorénavant, tout ça, c'est un seul espace dans lequel l'eau peut circuler librement et dirigée par la mer. Donc lorsque le conservatoire a acquis ça, et lorsqu'il s'est tourné vers ses co-gestionnaires, le parc, la SNPN, la Tour du Valat, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, eh bien, il nous a paru clairement qu'il était illusoire de vouloir tenir le trait de côte, d'abord illusoire, et puis en plus, c'était pas du tout la philosophie qui nous paraissait pertinente. Vouloir remettre des enrochements ne nous semblait pas la bonne approche. Et donc voilà, pas possible de tenir le trait de côte, et bien sûr avec des risques d'intrusion marine accrue. Et donc on s'est dit, on va tenter quelque chose d'un peu innovant, et c'est l'expérience, on ne sait pas ce que ça va donner, mais allons-y. Consiste tout simplement à dire on va s'adapter à l'élévation du niveau marin, et on va essayer de l'accompagner le mieux possible, par notamment un retrait maîtrisé, progressif, ordonné. On ne va pas subir, mais on va essayer d'accompagner ces grands phénomènes. Et donc ça veut dire qu'on a abandonné cette digue de front de mer ici, donc il y a des enrochements, donc elle n'est plus entretenue. Et vous voyez ici quelques images de ces brèches, donc la digue est toujours là, mais elle s'est complètement affaissée et l'eau rentre à chaque coup de mer. Et ça, c'est le même endroit quelques temps après, où en fait, après un coup de mer, vous voyez que tout ce sable qui était repoussé au large, qui était repoussé à l'ouest, aujourd'hui, il passe par-dessus cette digue et il vient combler ces étangs inférieurs ici. Alors on peut le regretter parce que effectivement ces étangs c'est des joyaux au niveau biodiversité, mais ça c'est notre assurance vie de demain. Ce stock de sable, c'est ce qui va demain être constitué des dunes, des massifs qui vont être des remparts qui vont justement nous protéger des coups de mer, des tempêtes maritimes. Donc voilà, cette évolution peut sembler préjudiciable, mais au contraire c'est exactement ce qu'on souhaite, c'est que ce stock de sable qui jusque-là repartait au large, eh bien, vient engraisser cette côte-là, et une fois que ce sera complètement affaissé, ça sera nos remparts naturels de demain. Et donc l'idée, c'est de dire, on lâche ici, et on tient sur la digue à la mer. Et donc on dit aujourd'hui, la digue de second rang, celle sur laquelle on tient, c'est la digue à la mer. Il y a plusieurs kilomètres entre les deux, mais à chaque fois qu'il y a une tempête, l'eau monte jusque-là. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour un temps qu'on n'a pas fixé, et on va voir jusqu'à quand il est raisonnable de tenir jusqu'à quand il est raisonnable de tenir sur la digue et la mer, mais il est probable que dans quelques décennies,
ça ne soit plus raisonnable. Il faudra à ce moment-là réfléchir à une digue de 3e rang, et on dira la digue à la mer, on la laisse partir, et on en tient une autre. Voilà. Donc voilà, on en est là, et au-delà de cette adaptation, donc où on laisse le rivage partir, l'idée c'est aussi de reconnecter la mer et l'étang du Vaccarès, le centre de la Camargue, lorsque les salins se sont édifiés. Pour produire du sel, bien sûr, il faut concentrer l'eau de mer, donc l'eau douce est un ennemi, donc tout ça a été poldérisé. Les salins pompaient des quantités phénoménales de mer et les concentraient. Et donc, ce faisant, la connexion naturelle qui existait depuis des siècles entre les marais centraux, l'étang du Vaccarès et la mer, ont été rompus. Et là, on s'est employé en grande partie grâce à la mer. Je vous dis, à chaque coup de mer, tout ça est reconnecté, mais il a fallu aider un peu la nature, notamment parce qu'il a fallu passer par des points hauts. Donc voilà, ça c'est quelques travaux qui ont été faits de façon à ce que cette connexion hydrologique et biologique soit faite. Et donc on voit et on suit. Donc on a fait des modèles numériques, des modèles hydrodynamiques pour voir comment les flux pouvaient changer en fonction du niveau de la mer, en fonction des vents, etc., avant de faire des travaux. Et grâce à ces modèles, on a pu lancer des travaux qui fonctionnent très bien. Et donc grâce à ça, on espère, et on le fait d'ores et déjà, favoriser les écoulements vers la mer. Je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans une baignoire dont la bombe diminue chaque année. Et là, on est en train de réouvrir une petite bombe. Alors, ça ne va pas tout résoudre, mais en tout cas, au-delà du gros de la Fourcade, qui est aujourd'hui quasiment le seul exutoire, la seule jonction entre les marais, les étangs et la mer, ce gros de la Comtesse, qui est en cours de réhabilitation, devrait pouvoir, là aussi, permettre de drainer les eaux du Vaccarès, le système Vaccarès vers la mer. Et de la même façon, on fait un suivi de l'évolution du patrimoine naturel, et c'est assez enthousiasmant de voir à quelle vitesse à la fois les poissons, la végétation, les oiseaux, tout ça recolonise, notamment au niveau des poissons, on a un suivi scientifique, et c'est extraordinaire de voir que ça va très vite, et des espèces, on a même trouvé un mérou là-dedans, donc c'est un petit mérou, mais un mérou quand même. Donc c'est étonnant de voir à quelle vitesse ça va. Voilà, et donc, mais au-delà de l'aspect purement naturel et physique, un enjeu crucial, c'est que cet espace qui est mouvant, qui est moins accueillant pour les hommes, parce que mouvant justement, puisse être quand même le siège d'activité économique et d'une forme d'épanouissement, et notamment pour le village de Salins-de-Giraud, que vous connaissez tous et qui est depuis des décennies dans une passe économique difficile. Il est crucial d'offrir une alternative, de dire qu'il y a une opportunité là pour une diversification économique, pour développer une nouvelle offre écotouristique, agro-touristique sur cette zone. Alors certes, c'est plus compliqué sur la partie sud, ce que je vous disais, c'est malmené et c'est un peu compliqué de s'y promener de façon complètement sécure, mais en revanche, sur toute la partie nord, sur la partie Bauduc, etc., il y a plein de choses à faire, et c'est ce qui est en train d'être fait avec beaucoup de partenaires, dont la mairie, dont le Conservatoire du littoral et beaucoup d'autres. Voilà, j'arrêterai sur ce projet, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, au niveau français et international, est quand même assez unique par la dimension de cette expérimentation, 6500 hectares, et par l'approche qu'on propose. Et donc voilà, on n'en est qu'au début, ça fait 10 ans, mais c'est que le début du processus, et c'est quelque chose qu'on va suivre collectivement pendant des années et accompagner. Juste trois autres choses très rapidement, et après je conclue. Nous sommes en discussion avec le CNRS qui a développé... sur l'ouest de la France, suite à Xintia, et le fait que les élus étaient complètement désemparés, que faire quoi? Est-ce qu'il faut continuer à faire des digues en béton? Est-ce qu'il faut les faire péter? Et donc, le CNRS et différents laboratoires ont monté ce qu'on appelle une plateforme de simulation participative, c'est-à-dire c'est un outil informatique qui modélise un territoire donné et qui permet de simuler en raccourci dans le temps, 15 années, et là, enfin, l'exercice en tout cas, on simule 15 années de fonctionnement d'un espace dans lequel les vrais acteurs du territoire proposent des actions de gestion. Mais simplement, on leur change de rôle. On y met des élus, des techniciens, voilà. Et donc un élu va prendre le rôle d'un technicien de notre commune, etc. Et chacun simule, et donc disent, voilà, telle année, on commence par un événement de submersion assez important, et derrière, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils prennent des décisions d'aménagement et on modélise, on voit, on fait tourner le modèle et on voit qu'est-ce que ça donne l'année d'après. Et comme ça. Donc c'est quelque chose qui déroule sur 15 ans et avec 3 événements de submersion. Et ça permet d'avoir une itération, une réflexion collective sur quelle est la conséquence à court terme et à long terme de l'échelle de gestion et de pouvoir réaliser que ce qui peut passer pour une bonne idée, notamment sur des
des protections en dur, ce qui peut passer pour une bonne idée à court terme, est souvent une idée désastreuse à plus long terme. Et donc voilà, c'est un outil assez puissant et qui a fait ses preuves dans les marais de l'Ouest et qu'on va tester l'an prochain en Camargue, en partenariat avec le Parc naturel régional de Camargue, pour justement faire en sorte que les acteurs du territoire puissent tester, simuler voilà, ce vécu en accéléré d'événements de submersion et des décisions de gestion pour voir quel type de réponse entre du dur, du mou, du retrait ou autre, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Ou un mix, puisqu'encore une fois, on ne prétend pas qu'il y a une solution unique. Pour finir très rapidement, 2 autres petits projets, et là je fais référence à, je pense que vous connaissez tous la Fondation Louma, donc il y a notamment les ateliers Louma, qui est un groupe au sein de la Fondation Louma qui a vocation à investiguer et à voir comment on peut faire des choses innovantes à partir des ressources naturelles du territoire camarguais, ressources naturelles, culturelles. Comment est-ce qu'on peut inventer quelque chose de nouveau? Et notamment, l'an dernier, enfin cette année plutôt, ils ont fait une masterclass, donc ils ont invité une quarantaine d'étudiants de différents pays, d'Autriche, de Turquie, des écoles d'architecture et d'art, de Montpellier, de Marseille, à passer une semaine en Camargue, en immersion, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas à rencontrer les Camarguais, notamment ceux qui vivent encore intimement avec le Rhône, ceux qui habitent dans les Ségonnaux, sur des îles du Rhône, comprendre quelle est la relation que ces gens ont liée au Rhône, et puis pour faire des propositions dans le domaine de l'architecture et de l'art qui permettent d'inventer de nouvelles façons d'habiter les zones inondables, de nouvelles façons de s'adapter aux risques d'inondation. Des réponses donc dans le domaine de l'architecture, du design, purement de l'art, et qui a été conclue par une conférence avec différents spécialistes de la gestion de l'eau, de l'architecture, et vraiment dans une optique telle que l'évoquait Célia tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, ça va être compliqué, mais il y a des trucs incroyables à faire, quoi. Et notamment si on croise des gens qui ont un regard différent, qui ont des artistes, des designers, des urbanistes, des écologues, voilà. On arrive à l'interface de ces disciplines à trouver des choses qui sont absolument étonnantes. Donc là, voilà, ça c'est quelques schémas qui sont sortis de l'imagination, sûrement un peu débridée des étudiants, mais alors pour le moment on n'est pas du tout dans la phase de mise en œuvre, mais en tout cas ça donne des perspectives qui sont tout à fait enthousiasmantes, où on peut imaginer qu'effectivement, dans un territoire mouvant, dans un territoire qui sera inondé par saccades, comme ça, on peut continuer à vivre, et à vivre bien. Et dernier exemple, c'est toujours Louma, et ça c'est extrêmement récent. La semaine dernière, on m'a sollicité pour... Donc là aussi, des artistes et artisans proposent, et Louma a validé un projet qui aura lieu, je pense, dans les mois, semaines, années qui viennent, je ne sais pas exactement, mais que je trouve particulièrement enthousiasmant, et qui, l'idée c'est... on a, vous savez, la Camargue, bien sûr, c'est une terre de riz, et une grande partie de la paille de riz, il y a de plus en plus une valorisation de cette paille, mais aujourd'hui encore, une grande partie de cette paille est brûlée, ce qui normalement est interdit, mais il y a une dérogation qui autorise le brûlage de la paille de riz dans des conditions particulières, mais c'est pas, enfin, voilà, quand on parle de la planète et de notre santé à nous, pour nos bronches c'est pas terrible, et pour la planète c'est pas terrible non plus. Hein. Donc l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça et tirer parti d'un résidu agricole qui aujourd'hui pose plutôt des problèmes, et en faire quelque chose qui réponde, hein, le riz au secours du littoral. Et donc, voilà, c'est des gens, des artistes, des designers, des architectes qui proposent en tout cas des structures innovantes combinées au savoir ancestral des artisans, qui vont utiliser la paille de riz, mais aussi les cannes de Provence, différents matériaux pour construire à la fois des édifices qui vont permettre de tenir ce stock de sable que je vous montrais tout à l'heure, qui aujourd'hui c'est une grande nappe de sable, il va falloir en faire des édifices qui vont être des remparts contre les tempêtes de demain. Et donc, au-delà de ça, c'est bien sûr de l'économie circulaire, on fait d'un déchet une ressource, et dans une démarche pédagogique, dans une démarche de partage de savoir, c'est pas de l'imposition à un territoire, c'est comment est-ce qu'ensemble on se nourrit des savoir-faire, des déchets pour en faire des ressources. Voilà. Donc ça devrait se développer dans les mois qui viennent, et je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Voilà. Je suis trop long et je conclus, donc tout ça, ok, ça c'est quelques exemples, et comme je crains de vous avoir déprimé fortement, mais c'était pas le but du jeu. Toujours est-il, que faire maintenant? Donc, je vous disais, pendant un siècle et demi, on a écrit une histoire forte de la Camargue, c'était l'histoire de la conquête et de la maîtrise. On a l'opportunité d'écrire une nouvelle page, mais il faut tourner la page, et ça c'est compliqué. Mais en tout cas, à nous, je pense, l'enjeu, c'est de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire qui peut être aussi forte, aussi enthousiasmante, aussi même désirable,
mais qui sera l'histoire de l'adaptation et de la résilience. Tout ça, ça suppose, comme je vous disais, d'une part, et c'est cette forme de déni dont je vous parlais tout à l'heure, d'acter les processus en cours. Oui, ça existe, oui, ça arrive, oui, on va essayer de faire en sorte que ça soit le moins dur possible, mais de fait, ça nous pend au nez, ça arrive. Et de s'inscrire dans une trajectoire, c'est-à-dire que, là encore, tous les rapports disent en 2100, c'est ça, mais ça ne s'arrête pas, et vous l'avez vu, notamment sur la hausse du niveau marin, je vous rappelle, 2 à 4 mètres par siècle. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on est sur une trajectoire, ça va bouger. Donc, acter, c'est bien. Accepter l'aléa, c'est nécessaire également. Et notamment, renoncer à toujours conquérir et savoir restituer ces espaces, redonner un espace de liberté à la mer et au Rhône. Il va falloir aussi inventer un nouveau mode d'aménagement du territoire, un mode qui soit évolutif, dynamique, adaptatif. Aujourd'hui, tous nos outils d'aménagement du territoire sont fixistes. On a une boîte à outils qui date du 19e, voire avant, qui alloue à une portion de territoire une vocation pour toujours. Ici, c'est urbain, là, c'est agricole, là, c'est naturel, et ce sera comme ça pour toujours. En Camargue, on ne peut pas travailler avec ces outils-là. Donc il va falloir qu'on invente de nouveaux outils, dont je n'ai pas la moindre idée, mais je ne doute pas que certaines personnes dans la salle peuvent avoir des idées. En tout cas, voilà, il va falloir qu'on travaille avec des juristes, avec des décideurs politiques sur comment inventer des outils de demain qui permettent de réaffecter à un territoire une vocation. Et notamment, une des propositions, c'est de ne plus parler, vous êtes familier peut-être de la bande des 100 mètres, la loi littorale de 86 instaure une bande de 100 mètres qui est inconstructible, le long du littoral. 100 mètres, on ne peut pas construire. 100 mètres aujourd'hui, notamment dans les territoires comme la Camargue, ça ne veut rien dire. Enfin, la notion de trait de côte, ça ne veut rien dire. La côte n'est plus un trait sur une carte, c'est un espace mouvant. Et donc, 100 mètres à partir du trait de côte, du Camargue, je pense que ça ne va pas nous amener bien loin. En revanche, si on était capable de raisonner à l'échelle de la bande des 100 ans, c'est-à-dire se dire, ok, ce qu'on connaît de l'évolution, dans 100 ans, à quoi ça devrait ressembler? Et à partir de là, maintenant, c'est le cadre dans lequel on travaille, dans lequel on réfléchit, tout en étant sur une trajectoire, en sachant que dans 200 ans, on n'en sera pas là. Mais voilà, pour une façon opérationnelle, disons, la bande des 100 ans, dans 100 ans, ça va bouger dans cette bande-là. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans et qu'est-ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut inventer d'utile et de désirable? Et puis, dans ce qu'on va faire, éviter ce qu'on appelle les maladaptations. Donc c'est un gros mot, mais qui veut dire simplement les maladaptations, c'est une décision qu'on prend aujourd'hui qui va rendre plus compliquée ou plus coûteuse les décisions de demain. Et on en connaît de ça. Hein. Je vous raconte pas le nombre de lotissements en zone inondable et des choses comme ça pour lesquelles on se mord les doigts de l'avoir fait. Aujourd'hui, dans tout le bassin du Rhône, on se promet de repousser, de décorseter le Rhône, donc de repousser les digues. Ben, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des habitations partout. Bon, voilà, ça c'est un type de maladaptation. Vous êtes sûrement aussi au courant d'un projet de pont sur le Rhône à Barcarin. Pareil, sans rentrer dans la polémique, hein, des pour et contre-ponts, mais en tout cas, un pont est un ouvrage durable qui a vocation à durer plus d'un siècle. Que sera la Camargue dans un siècle? À quoi ressemblera cet espace de Salins-du-Rhône alors qu'on va faire le pont? Et est-ce que le pont sera un outil favorable ou sera une contrainte, quelque chose qui va rendre les choses plus compliquées demain? Voilà. Donc je pense que c'est crucial de se poser ces questions aujourd'hui pour anticiper et faire des bons choix pour demain. Et puis, comme je vous le disais, je rabâche un peu, mais privilégions les solutions fondées sur la nature, redevenons humbles. La technologie, c'est bien, il en faudra, mais ce qui ne coûte pas cher, ce qui fonctionne, et ce qui a fonctionné depuis des millénaires, c'est la nature. Donc voilà, capitalisons les zones humides, les forêts, tous ces éléments, nous rendent des services éminents pour rien, et en plus, ils stockent du carbone. Et puis voilà, je vous le disais, susciter l'innovation, croiser les regards, on crève, notamment en France, des silos. Hein, et des corps de métier, et donc chacun défend son savoir-faire. Non, c'est pas comme ça, c'est justement dans les interfaces qu'il y a les creusets fertiles. Donc sachons dialoguer entre aménageurs, c'est compliqué, nous-mêmes on prône ça, mais on a un vocable complètement abscon pour la plupart du monde, donc il faut qu'on fasse chacun de balayer devant sa porte, mais voilà, en tout cas c'est en croisant les regards entre urbanistes, aménageurs, architectes, artistes, etc., qu'on arrivera à tout ça. Et par-dessus tout, faire ça ensemble, faire de façon volontariste, avec de l'engagement, avec de l'envie, et encore une fois, de tout ça, de toute cette contrainte qui nous arrive, il y a une marge pour en faire l'histoire désirable, à nous de la faire ensemble. Voilà, je vous remercie.
Si je vous ai pas saoulé. Bon. Mais en tout cas, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut garder quelques minutes pour y répondre si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a un micro qui peut tourner. Mais... on file. Vous en avez un deuxième sur le bureau qui fonctionne. Alors, je vous rassure, je ne suis pas du tout déprimée par votre magnifique conférence. Et je crois que le dernier point est le plus difficile, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des Hollandais par la mentalité. Et quand, on évoque le problème de l'esprit, je ne vais pas dire gaulois, je vais dire français, ça pose quand même beaucoup de problèmes. Alors, comment arriver à modifier ces mentalités, quoi, voilà. Parce que ce que vous proposez est fantastique et enthousiasmant, c'est vrai, et pas du tout déprimant, encore une fois. Mais comment arriver à faire travailler ensemble, voilà. Bonne question, mais je pense qu'on va le démontrer par l'exemple. Et certes, l'esprit latin est un peu rebelle, pénible, tout ce qu'on veut, mais on a fait des choses extraordinaires. Et justement, cette verve, cet engagement, cette volonté, cet engagement, c'est aussi un capital sur lequel il faut qu'on bâtisse. Donc, essayons de mettre de côté, en tout cas, de minorer tout ce qui peut être les aspects pénibles et frondeurs, mais voilà, travailler ensemble. Encore une fois, je pense que les quelques... Enfin, c'est très limité ce que je vous ai présenté, mais il y a plein d'initiatives qui sont incroyables, qui sont extraordinaires, et c'est là-dessus qu'il faut capitaliser. Donc, et ça montre que quel que soit l'esprit, qu'on soit hollandais, qu'on soit belge, qu'on soit camarguais, on peut s'engager, on arrive à faire les choses ensemble. Voilà, je pense que capitalisons là-dessus, et puis je pense qu'on y arrivera. Vous essayez de parler fort, mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que des initiatives politiques, il y en a beaucoup, des initiatives de la citoyen, etc., mais si à la tête, vous n'avez pas une volonté politique, parce que les Hollandais, ils sont poussés par la nécessité. Donc, ils ont sacrifié, comme vous avez dit, les terres agricoles, etc., pour redonner la capacité à la nature de faire ce qu'elle a à faire. Et ici, on n'a pas, pour l'instant, de volonté, en Europe, de volonté politique. Donc, les initiatives personnelles et autres, qui sont très loin et qui nous font avancer les choses, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est évident, vous avez raison. Néanmoins, il serait, je pense, pas correct et même irresponsable de dire juste où est la volonté politique pour aller y. Oui, si on veut y arriver, il faut qu'à la fois les décideurs et la société civile se mobilisent. Pour le moment, les suites de l'évolution du Nicolas, je pense, ont été assez édifiantes en matière de où est la volonté politique. Et à l'échelle mondiale, c'est la même chose. Hein. La COP21, on pourra en parler longtemps, c'est un succès diplomatique incroyable, mais c'est un échec lamentable dans la mise en œuvre. Mais vous savez, c'était écrit. Hein. Il n'y a aucune surprise. Cette gouvernance mondiale, elle fait de la diplomatie, mais c'est pas ça qui va aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas d'ailleurs. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de contrainte. C'est dans la mesure où c'est les pays eux-mêmes qui se fixent les règles, les sont fixés sur des trucs qui sont raisonnables. Néanmoins, la COP21, c'est un vrai succès parce que pour la première fois, les pays se sont engagés. Ils sont engagés sur des choses, s'ils ne respectent pas, ils ne seront pas punis, mais au moins ils sont engagés. La Convention sur la biodiversité, en 2020, donc dans 2 ans, ça va être le... Je ne sais pas si vous avez entendu parler des objectifs d'Aichi, donc on s'est donné en 2010 des objectifs, on passe à côté complètement, mais complètement, on est nul. Mais en plus, parce que les pays n'ont pas voulu s'engager proprement. Donc, ils ont dit, à l'échelle planétaire, on se donne ça comme objectif. Et moi, quelle est ma contribution? Non, j'y crois plus, moi. Donc personne n'a bougé. Et donc voilà, on va faire un constat que c'est absolument pire. La COP21 et le climat, encore une fois, c'est moins pire. Donc il y a des engagements. Ces engagements, je n'en ai pas parlé, mais donc on s'est promis de limiter à 2 degrés, si possible à 1,5 degré. Et ces engagements volontaires des pays nous mettent sur une trajectoire aujourd'hui à 3 degrés et quelques, entre 3 et 3,5. Et ça, c'est des engagements. Quand on regarde la réalité de ce qu'ils font, alors on va faire en 2020 le premier bilan, est-ce qu'ils ont respecté leurs engagements? Mais ce qu'on voit aujourd'hui, tous les pays ne respectent pas leurs engagements. Alors vous voyez que les États-Unis sont déjà... Bien sûr, les États-Unis, etc. Et donc voilà, tout ça, on peut dire, ok, il n'y a pas de volonté politique. Enfin, encore une fois, je pense que la volonté politique, elle vient d'une demande sociale. Je pense que... Et donc il serait comment dire... incorrect, ou je sais pas, en tout cas c'est pas la bonne façon de simplement dire qu'on n'avait pas de volonté politique, c'est un scandale. D'abord, les élus, c'est nous qui les avons élus, et d'autre part,
encore une fois, c'est compliqué. Enfin, il y a des élus ici, dans cette salle, et je les remercie d'être venus ici. Je n'aimerais pas être à leur place. C'est très facile dans leur position de donner des leçons, mais c'est beaucoup plus compliqué de l'être dans leur position. Néanmoins, je pense que, au-delà de les inciter à prendre des décisions courageuses, la meilleure façon de les inciter à prendre des décisions courageuses, c'est que nous nous mobilisions pour montrer le choix et par notre vote et par nos incitations, par nos actions, on montre la voie. Je pense que c'est exactement l'esprit de l'Alternativa Arles, ce qu'on propose aujourd'hui, et plein d'autres initiatives. À nous de monter en gamme, de montrer que toutes ces initiatives, il y en a plein, ça fourmille, on ne les voit pas. Donc il faut les rendre visibles et qu'elles donnent un sens de l'action. Encore une fois, pour revenir à cette épiphénomène de la démission de Nicolas Hulot, depuis, vous avez vu, il y a une tribune des 700 scientifiques, 200 personnes de la société civile, les ONG environnementales, tout le monde est en train de porter, mais si on ne porte pas ça, enfin, on porte des tribunes, mais ça peut être un feu de paille si on n'est pas capable derrière de continuer et de donner du sens à ça. Et si on fait juste de l'incantation, enfin pas de l'incantation, mais de l'appel aux élus pour qu'ils cessent dans l'incantation, on n'y arrivera pas. Donc voilà. Respectons le travail de chacun, les positions de chacun, faisons notre part du chemin, et je pense qu'elle n'est pas négligeable. Est-ce que dans vos éditions les plus dramatiques, vous avez envisagé des logiques d'effets dominos sur les autres territoires et de l'impact, j'allais dire, de la globalité du pays d'art et de ses composantes? Alors, la réponse est non. Nous, en tout cas, d'abord, je ne suis pas climatologue du tout, hein, moi ce que je vous raconte, je ne connais rien. Mais des climatologues, alors, à l'échelle du territoire d'Arles et de la région, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En revanche, l'effet domino, effectivement, les climatologues commencent à n'excluent pas le scénario. Vous savez, l'histoire du Gulf Stream qui s'arrêterait parce que, d'ores et déjà, le Gulf Stream, son débit a diminué de 15% par rapport en même pas 50 ans. Donc on n'est pas encore à l'arrêt du Gulf Stream, mais ce qu'on prédit comme être un réchauffement climatique pourrait se traduire par un refroidissement très fort en Europe. Si le Gulf Stream s'arrête. Le Gulf Stream s'arrête parce que la fonte, la différence de densité de l'eau douce et de l'eau salée fait que le tapis roulant océanique est en train de freiner. Voilà. Donc l'effet domino, oui, il y a notamment ce que je vous racontais sur l'Antarctique, visiblement le réchauffement des océans est en train de grignoter les banquises par-dessous, qui fait qu'il y a des banquises incroyables de la taille des départements qui s'en vont, ce qui fait que la pression par cette calotte glaciaire fait que l'écoulement accélère, etc. Une espèce d'emballement où chaque phénomène renforce le suivant. Donc il y en a les climatologues sont en train de scénariser ça, et donc oui, ils n'excluent pas la thèse de l'emballement généralisé, qu'ils ne maîtrisent absolument plus. Mais là aussi, pour le moment, ce que dit le GIEC, ça la probabilité existe, mais elle est très faible. En revanche, on est plus sur des probabilités pas dans l'emballement généralisé, mais quand même de conséquences dont on ne comprend pas, dont on n'a pas aujourd'hui décrypté la chaîne de causalité. Quand je vous disais, en 2014, ils ont fait ce rapport, ils sont passés complètement à côté de la fonte de la banquise antarctique et du Groenland. Aujourd'hui, c'est un phénomène majeur qu'on n'avait pas vu du tout il y a 4 ans. Donc, voilà, c'est difficile de se projeter, mais nous, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner à l'échelle du cas. Je suis étonnée par rapport aux prévisions sur le Rhône, puisque si les banquises font de l'annulation aussi, et on va bientôt se retrouver sans glacier. Donc comment, un jour, on traversera le Rhône à pied, on pourrait penser ça aussi. C'est-à-dire que, non, c'est parce que tout à l'heure, le Rhône est à un débit à peu près qui perdure, c'est une moyenne peut-être. Ouais. Alors, là, je disais aujourd'hui, en tout cas, je faisais le constat des atouts d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait est que le Rhône a un débit qui reste le débit d'un grand fleuve, c'est un des grands fleuves européens, et avec un débit qui est quasiment intact. Mais tu as tout à fait raison, le Rhône a un régime qu'on appelle niveau glaciaire, c'est-à-dire il est alimenté par la neige et par les glaciers, et ça, toutes les prédictions montrent que justement les glaciers sont en train de fondre, bientôt les Alpes seront dépouillées, bientôt. J'en sais rien quand même. Enfin, en tout cas, les glaciers fondent. Et le régime de précipitation neigeuse également. Donc cette année, on a eu un hiver extrêmement neigeux. Ce n'était pas le cas les années précédentes. Et ce que disent les modèles, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de neige. Donc tout ce régime, effectivement, avec, comme je disais, des crues
printanière qui est très importante et les crues automnales du Rhône, on est en train de le voir disparaître. Et effectivement, on va voir sûrement un régime beaucoup plus plat dans les années qui viennent, où toute cette eau qui vient de la fonte de la neige au printemps et des glaciers en été va disparaître. Et donc on va effectivement avoir une amplitude beaucoup plus forte dans les débits du Rhône qu'on ne connaissait jusqu'à présent. Néanmoins, vu le bassin versant, et enfin, pour ce que j'ai lu, hein, je ne prétends pas tout savoir, on restera dans un fleuve avec une dynamique forte. Encore une fois, si on compare le Nil, 96% de l'eau n'arrive pas à la côte, alors que c'est le fleuve qui draine les 2 tiers du continent africain. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est tard, vous êtes très épuisés.